Good evening, good afternoon, good morning. Bonsoir, bonne journée, bonne soirée. Selon au nom du Forum de la Fédération, c'est avec plaisir que je vous invite. C'est notre événement célébrant la 20e année de notre développement. Toutefois, du fait de la pandémie, l'année dernière, nous avons pu célébrer notre 20e année. Nous pensons qu'il est important d'avoir une discussion. L'objet discuté cette année est la fragilité des États, ce qui est un défi au sein de nos communautés. Nous devons donc essayer de répondre et diminuer, stabiliser la violence. Au cours des 20 dernières années, dans de nombreux États fragilisés, nous avons réalisé que la décentralisation pouvait nous permettre, en imposant le fédéralisme, de répondre à ces besoins. Une reconnaissance significative de la décentralisation permet de contribuer à la réduction de cet état de fragilité. Il est déterminé pleinement que le fédéralisme a prouvé s'est montré effectif lors de nombreux cas à réduire les conflits de violence locaux. Que le mot soit fédéral ou non, nous avons donc réalisé que l'établissement du fédéralisme et de l'évolution de la décentralisation, nous avons dû réexaminer notre approche. Notre système fédéral, ou quel qu'il soit, dans plusieurs pays, nous avons donc dû réévaluer notre approche sans parler nécessairement de fédéralisme. De nombreuses fédérations ont contribué au sein du soutien de gouvernements. De nombreux pays avec des gouvernements locaux et le gouvernement national nous ont permis de contribuer à une approche. Nous allons parler de l'expérience du rôle du fédéralisme va pouvoir ce que nous allons pouvoir observer dans les États fragiles. Ambassadeur Ruth Huber, qui est vice-directeur de l'Agence suisse des coopérations et de développement en Europe de l'Est. Nous avons Abdi Anaye, qui est le cofondeur et le directeur général de l'Ofor Consulting Group, Madame Luna Lukman, qui est la fondatrice de l'organisation Food for Humanity et la cofondatrice du réseau des femmes en solidarité. Nous avons également Bob Ray, ambassadeur et représentant permanent du Canada aux Nations Unies. Nous vous remercions de votre participation. Je suis très conscient du temps qui nous est imparti, car l'un des participants doit se présenter à une réunion. Madame Lukman va pouvoir célébrer certaines options à la suite de cette discussion. Le format sera tel que je vais poser 2 questions provenant de nos participants. Une réponse de 5 minutes sera accordée pour chacune de ces questions. Nous aurons ensuite 15 à 20 minutes pour répondre aux questions qui seront recueillies de l'audience. Nous avons 2 chaîne English
anglaise et chaîne française. Nous vous demandons sur YouTube et Facebook de vous connecter pour poser vos questions qui me seront soumises. Merci beaucoup de votre participation. Je vais commencer à répondre à la première question à ambassadeur Ray. Quel est votre participant et vos défis en ce qui concerne le système de gouvernance de centralisation? Que pensez-vous de ces possibilités et des défis en ce qui concerne le soutien de gouvernance de cette décentralisation fédérale pour soutenir ou maintenir la paix dans ces pays country? Merci beaucoup. Veuillez m'excuser de ne pouvoir participer et écouter les questions. Je crois que le défi principal se présente sous deux angles. Je crois que chaque pays, chaque contrée, chaque pays doit développer sa propre façon et ses arrangements qui reflètent la réalité de ces pays. Et je pense que l'un des problèmes que nous avons eu au cours de ces années est que le fédéralisme est vu comme une approche étrangère de l'enthousiasme de la Constitution, surtout après donc, la fin de la fédération en Russie. Les pays essayent de vendre leur constitution au sein d'autres pays, ce qui ne fonctionne pas. Ce que nous pouvons donc soutenir la gouvernance se fait au niveau interne du pays. Ce n'est pas une approche extérieure. Chaque pays va développer sa propre approche. Point important à développer. Nous n'avons pas de modèle tout prêt en ce qui concerne la décentralisation. Le second point est que le pluralisme et la reconnaissance, la distinction de l'un et l'autre, et je crois est un facteur profond au niveau politique. C'est un élément de base, trouver et se préparer à accepter les différences, qu'elles soient éthiques, religieuses, linguistiques, et comprendre que l'imposition du pouvoir par un groupe n'est pas sain et crée toujours la possibilité de développement de conflits. La conversation doit s'établir pour couvrir 4 points, je dirais, en ce qui concerne le formulaire, par exemple le formulaire que nous avons développé au sein du gouvernement canadien. Nous devons comprendre les races et comprendre le pluralisme. Et je crois que le point essentiel pour chacun de ces arrangements est d'offrir suffisamment de souplesse au point du gouvernement ou de groupe, le groupe linguistique par exemple, ou le groupe de soutien, pour pouvoir le faire d'une façon non autoritarienne. C'est une approche difficile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui empêche l'agilité? Le changement de climat, la pauvreté, les conséquences de colonisme. Il n'y a souvent pas de réponse ordonnée. Les gens commencent à se concentrer donc sur le fait de quelle façon pouvons-nous régulariser un ordre
à la suite de cette situation liée au développement, à la croissance économique, et cela ne se produit pas d'une façon dictée, simple. Nous avons des problèmes d'extrémisme aussi. De quelle façon est-ce que l'extrémisme est créé et de quelle façon est-ce que cela est également présenté auprès de la jeunesse qui souhaite travailler et souvent de faux espoirs et une approche idéologiste est suivie auprès de cette jeunesse. L'idée du concept et non le modèle est basée sur quelque chose de profond de la nature humaine sur lequel nous devons continuer à observer. Oui. Alors, la Suisse est la fondation la plus ancienne. Alors maintenant, dans ce sens, que pensez-vous du rôle du gouvernement local au sein des pays en voie de développement? Oui, merci. Merci et de me permettre de parler au sein de du Forum de la Fédération. Comme vous l'avez dit, nous avons un système fédéral, en Suisse et nous avons une inclusion et participation très forte. Notre système ajoute les values et nous n'estimons pas que le fédéralisme est une solution pour tous les conflits. Nous considérons individuellement chaque gouvernement, chaque pays et nous pensons également qu'un système doit s'approcher et bien comprendre le système local du pays lui-même. Ce n'est pas une question de copier notre démocratie et notre système. De ce qui pourrait permettre une approche avec succès, selon notre expérience, pour pouvoir soutenir nos efforts. Nous devons nous approcher à essayer de comprendre les racines des problèmes au niveau de la pays, écouter les aspirations des gens, de la population, établir des dialogues au niveau des décisions pour pouvoir répondre à la demande de la population. Le gouvernement doit pouvoir établir des approches qui établissent une confiance, coopération et répondre et résoudre les problèmes peut être plus facile pour éviter les confrontations basées sur les identifications de chacun. La structure fédérale en ce qui concerne le procès au Népal, il s'agit d'une compétence conscience en ce qui concerne pour quantifier le rôle à la responsabilité de chacun a été mise en place. La nouvelle fédération, la structure fédérale qui a été établie et les partenaires de développement établissent des programmes et se développent une approche selon la contribution, par exemple, en ce qui concerne la formation technique et d'éducation. Il y a toujours un soutien pour lui permettre de définir le rôle de chacun au sein de différentes institutions, toujours au niveau local. La contribution
permettant de soutenir l'approche fédérale. En ce qui concerne les défis, il s'agit de la promotion de réalisation aux conflits auxquels nous devons répondre. Ceci n'est pas suffisant. Également l'engagement soutenu de la gouvernance locale. Je pourrais donner l'exemple de Bosnia qui nous montre ces époques. À Bosnia, la structure fédérale de deux unités qui s'alignent à la majorité et ce qui continue à soutenir une société. J'étais à Sarajevo il y a quelques semaines et j'ai été choquée par les deux cas qui m'ont été présentés. Une distribution qui répond aux besoins des groupes ethniques avant la guerre et le groupe représenté. La raison pour laquelle c'est qu'il y a cette division territoriale. Pourquoi y a-t-il tant de blocages au niveau du gouvernement en ce qui concerne les prises de décision? Du fait que ces entités s'alignent à certains groupes et imposent une décision qui est vitale. Peut-être en conclusion, j'aimerais souligner le fait que selon notre expérience, une réponse inclusive au niveau de la gouvernance, réduire les inégalités, également soutenir la réponse aux racines des problèmes. Et nous sommes confrontés à certaines limites au niveau de les gouvernements décentralisés ne peuvent répondre à tous ces problèmes. Je dirais que la qualité du gouvernement local est importante. Je ne parle pas seulement de la dévolution et de la décentralisation, mais les principes du gouvernement, la participation sans discrimination, la transparence des décisions prises et la qualité est plus importante que la conceptualisation de l'approche elle-même. Selon votre discussion, je demanderai à Monsieur Yante en ce qui concerne le fait de réunir le pays, de restructurer le pays, et les défis, et ce qu'il s'est passé également au cours de ces 2 dernières semaines. Puis-je vous demander de faire des commentaires en ce qui concerne les défis et le modèle suivi en Somalie? Oui, merci à tous mes collègues. C'est avec honneur que je joins ce dialogue. Permettez-moi de vous dire, en ce qui concerne le contexte de Somalie, il y a 15 ans, lors de la formation de notre constitution a été adoptée précisément car nous souhaitions réunir le pays qui émergeait après des dizaines d'années de guerre civile. Nous avons dû recréer, réimaginer une nation. Évidemment, Somalie est un pays petit au niveau géométrique, mais nous avons 15 millions de pays. La plupart de pays dans le monde sont en général beaucoup plus étendus. Toutefois, la Somalie est un pays complexe. 95% de la population représente un groupe ethnique. Il y a beaucoup de langues
Toutefois, il y a beaucoup plus de points communs que nous retrouvons. En ce qui concerne l'établissement du fédéralisme dans le pays de Somalie, les dimensions à observer sont, dans un premier temps, doivent être observées. Cela permet les communautés dans les pays de pouvoir contrôler leurs affaires depuis le gouvernement central, précisément du fait que la guerre civile a été causée par une dictature centralisée qui essayait de contrôler et dominer tout le pays. Les Somaliens ne sont pas seulement des personnes observant l'égalité, mais depuis la personne somalienne qui vit dans la région vit dans un environnement très difficile et doivent se défendre simplement pour soutenir leurs propres besoins. Donc, du fait du fédéralisme est une dimension que nous devons considérer et de pouvoir regrouper l'approche du pays. Et également, les services reçus dans les localités et reçus par le gouvernement, ce qui n'était pas reconnu dans les années 70 et les années 80. Et donc, pouvoir offrir ces services de base, les services d'instruction scolaire, ceci a changé d'une façon dramatique. Dans le pays entier, les services soutiennent le pays dans son intégralité. Le troisième point, je dirais, en ce qui concerne le partage des ressources, est un facteur important. Parlons donc des ressources naturelles et également ce qui est livré au sein du pays. L'un des points essentiels est de pouvoir générer des ressources et des revenus au niveau local, ce que on appellerait donc une approche provinciale. Nos localités ont pu répondre à leurs propres besoins, créer leurs revenus. Un des points importants, quels sont les défis? Nous avons des défis également importants auxquels nous sommes confrontés. Le point le plus complexe, selon moi, c'est un nouveau système dans notre pays. Le concept est toujours en train d'être établi. Depuis 10 ans, car notre élite politique ne s'accorde pas en ce qui concerne l'approche politique. Nous avons un établissement qui a été évalué au niveau de l'encadrement, mais en ce qui concerne le partage des ressources et des pouvoirs entre les membres de l'État et les membres du gouvernement est un défi et que nous espérons pouvoir outrepasser prochainement. Le deuxième point profond au niveau de l'établissement du fédéralisme, le citoyen somalien est, en ce qui concerne les membres de les États membres, nous avons une approche en ce qui concerne le gouvernement au niveau de la capitale de l'État, mais que nous avons parlé préalablement ce qui concerne les services au niveau de la sécurité, la santé ou l'éducation ou les services de base.
Nous encourageons dans le pays de certains États commencent à lancer les élections locales pour pouvoir établir un gouvernement local, pour pouvoir répondre à ces défis. Et ce qui est frustrant au niveau du citoyen, même si le citoyen voudrait pouvoir être inséré au niveau des valeurs politiques, ils aimeraient pouvoir également être inclus quant à la distribution ou la remise de services au niveau de leur gouvernement local. Le troisième point difficile à supporter, c'est la compréhension du fédéralisme de la part du citoyen somalien. Nous essayons donc d'offrir des forums d'information. N'oublions pas que nous remettons d'une dictature qui a appris au public, même quand j'étais en école primaire, c'est que le système du gouvernement était important pour le pays. Donc, vous êtes toujours confronté à une résistance importante au sein de la population, mais parmi la population moyenne, l'idée de fédéralisme est mal reçue. Nous avions fait une étude à ce sujet. Quand vous demandez aux gens, que pensez-vous du fédéralisme? La réponse était toujours la grande proportion de nos citoyens, c'est que chacun disait que ce n'était pas bon pour notre pays. Quel type de gouvernement ils souhaiteraient voir? Ils veulent, ils vantent ils reconnaissent donc les termes du fédéralisme, n'aiment pas ce terme du fait de la façon dont cela a été introduit. Il s'agissait donc d'un modèle qui avait été simplement imposé au public sans consultation préalable, ce qui a contribué au rejet et à la difficulté d'acceptance de ce système de fédéralisme. N'oublions pas qu'autour des 60 et 70 ans passés, le communisme dominait ce pays. Dans ce cas, pour pouvoir permettre à un pays étranger de présenter ce fédéralisme. Donc, je ne crois pas que cela est bien accepté à l'heure actuelle. Je dirais qu'il s'agit d'une approche plus conciliante, aimable. Nous devons continuer à éduquer notre population. Voilà nos challenges. Clearly, federalism is a contested idea in Yemen. It caused the latest round of, or how the country would be divided up, caused the latest round. Très bien, madame. Comme vous êtes militante yéménite et établissant la paix, regardless of what you call the system, there is some recognition that there has to be, in order to keep the country united, there has to be some kind of system of power sharing or devolution or decentralization. So if I might ask you to comment a little bit on that, and drawing on your own professional background, say a little bit about the role you think that women's organizations can play in peace building in the context of Yemen. Well, thank you, everyone, and thank you, Rupak. I would like to first of all congratulate the forum on the 20th or 21st anniversary. I remember in 2013, there were several capacity building sessions to inform the illustrations or the design of governance models in Yemen. I remember that there was. Je me souviens qu'au Yémen, nous avons fait cette expérience. Alors, c'est une initiative qui a été prise par le gouverneur et les problèmes, évidemment, remontent à un certain nombre d'années.
On avait beaucoup d'aspiration. On avait un leadership très fort. Et je parle ici au niveau du gouvernement. Donc, nous avons également constaté qu'il y avait beaucoup de violations. Après le printemps arabe, il y a eu beaucoup de difficultés. Donc, il y a eu un dialogue national, il y a eu une conférence du dialogue national avec un certain nombre de comités pour discuter du fédéralisme et la gouvernance. Et en 2014, il a été introduit quelque chose qui ressemble à ce que M. Abdi a décrit tout à l'heure. Mais il y avait beaucoup de résistance. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de communication pour préparer les populations. Et donc, les gens avaient cru que c'était quelque chose qui a été imposé par l'étranger, un modèle qui vient de l'extérieur. Et donc, même si l'élite avait en quelque sorte discuté de cette situation, il n'y avait pas beaucoup de détails, il n'y avait pas de transition. Et donc, à l'époque, le dialogue national avait des causes quand même très importantes. Il y avait donc l'injustice, il y avait des problèmes économiques, il y avait également des conflits militaires, il y avait la corruption. Donc, il y avait un tas de problèmes. Cela, évidemment, concerne la protection des droits de l'homme, la protection tout court. Et puis, il y avait surtout la corruption rampante partout. Donc, cela a donné lieu à des problèmes socio-économiques, bien entendu. Et donc, à l'époque, je dirais que 30% des électeurs ont pu voter. Il y avait le problème du mariage précoce des enfants. Et il y avait des problèmes de droits de l'homme de manière générale qui étaient vraiment difficiles à résoudre. Donc, le problème principal, le vrai échec, c'est que la proposition du fédéralisme n'a pas prévu de mécanisme que les ressources nationales allaient pouvoir mettre à la disposition des uns et des autres les revenus nécessaires. Donc, il y avait quand même quelque chose qui manquait. Et la population n'était pas du tout contente de savoir qu'elle allait être emprisonnée, entre guillemets, et qu'elle n'allait pas pouvoir accéder à des ressources. Et donc, cela a défragmenté en quelque sorte l'offre. Et il y avait donc beaucoup de voix qui se sont exprimées contre le gouvernement du Yémen. Donc, 7 ans, 8 ans, 10 ans plus tard, le conflit a évolué, la coalition a été formée et aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de guerre civile qui ne dit pas son nom par puissance étrangère interposée. Et donc, la situation sur le terrain a beaucoup changé. D'abord, la violence est toujours là et ça a donné lieu à une situation où une certaine forme de fédéralisme est devenue inéluctable aujourd'hui au Yémen. Il y a des forces politiques, par exemple le sud du Yémen, qui étaient contre les Houthis, demandent aujourd'hui l'autonomie et l'indépendance et la sécession. Alors, le Conseil de transition du Sud, ce conseil, qui est essentiellement soutenu par les Émirats arabes unis, eh bien, il contrôle un grand nombre de régions riches en pétrole, Maghreb, Hadramaut, plusieurs régions dans le sud. Alors, les causes sont ce qu'elles sont. Il y a l'injustice. Donc, il y avait beaucoup de griefs, il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de
questions qui étaient négligées, des questions très importantes. Eh bien, toutes ces demandes ont donné lieu et ont conduit à la violence. Donc aujourd'hui, c'est irréversible. Il semblerait que les gens soient plus disposés à accepter le fédéralisme qu'ils ne l'étaient en 2014. Ça, c'est de mon point de vue personnel. Alors, la situation économique, évidemment, s'est effondrée, surtout à Maghreb. Il y a des milliers de familles qui sont victimes à l'escalade des Houthis. Et donc, lorsque nous revenons vers l'arrière pour essayer de voir qu'est-ce qui a mal tourné, comment ça s'est passé, comment peut-on aller de l'avant, comment peut-on sortir de ce conflit, eh bien, nous espérons, en tout cas, nous croyons que les griefs se sont exprimés. Les gens ont remarqué les problèmes de la sécurité, de la justice, pauvreté, le manque de projets de développement. Eh bien, tout cela a donné lieu à un mécontentement général. Donc, nous avons un gouvernement qui vient d'être mis en place. Il n'y a pas une seule femme dans ce gouvernement. Et donc, on pense que le développement est également un problème. Ça a échappé au gouvernement. Ça ne fait plus partie des projets du gouvernement, ce développement. Et donc, lorsque nous revenons en arrière pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, on se rend compte qu'il n'y avait pas un véritable mécanisme institutionnel, il n'y avait pas de système judiciaire. Bien, il y avait, comme je disais tout à l'heure, la corruption rampante, tous azimuts, les élites tribaux, les responsables tribaux, les élites de manière générale, elles n'ont pas fait grand-chose pour rétablir les choses, pour calmer les choses. Ces élites ont continué à se chamailler, entre guillemets. Les conseils locaux sur le terrain ont continué à faire des efforts, mais sans résultat. C'est-à-dire, on a essayé de surmonter ces obstacles, mais tout était tellement centralisé qu'on ne pouvait rien faire. Et donc, pour conclure, je dirais que sans l'effort particulièrement axé sur le renforcement de capacités des conseils locaux sur le terrain, eh bien, la décentralisation où les ressources sont utilisées par ces conseils locaux de manière efficiente, eh bien, là où les véritables besoins sont pris en compte, là où les populations sont prises en considération sur un pied d'égalité, eh bien, sans cela, nous ne risquons pas de nous en sortir. Je voudrais dire aussi que par rapport à la réconciliation, nous pensons que c'est là une question émergente en quelque sorte. C'est quelque chose qui est éminemment important. Il faut que la communauté internationale puisse faire en sorte que l'on se calme un peu et que l'on essaye de faire un pas en avant. Donc, essayons de faire un fédéralisme d'une sorte ou d'une autre, essayons de trouver un certain soutien de la part de la communauté internationale. Il faudrait donc que nous prenions en considération d'une manière sérieuse les griefs exprimés par les populations. Il faut mettre à la disposition de la population les services de base dont elle a besoin. Ça, c'est quelque chose d'urgent. Et enfin, même si un cessez-le-feu est difficile à obtenir, eh bien, on devrait œuvrer pour essayer d'avoir au moins un cessez-le-feu partiel, si ce n'est total. Et donc, malheureusement,
Il y a beaucoup de problèmes et nous avons besoin d'ouvrir les discussions d'une manière plus sérieuse, plus approfondie, pour essayer de mettre en place un système qui puisse calmer le jeu. Très bien. Vous avez effectivement dit que, à l'instar de Monsieur l'ambassadeur d'ailleurs, vous avez dit que dans le contexte actuel, le Yémen à lui seul a quelques difficultés quand même à surmonter tous ces problèmes qui se posent en des termes très aigus. Donc, comment peut-on faire pour sortir de cette situation? Comment peut-on lancer le processus? Allumez le micro, s'il vous plaît. Alors, premièrement, il faut mettre en place un système d'écoute. Il faut écouter les populations. Il faut apprendre quel est le problème, quels sont les tenants et les aboutissants de cette crise. Donc, la question n'est pas de dire, nous, de l'étranger, nous sommes supérieurs, nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça ne marchera pas comme ça. On ne va pas soutenir une faction contre l'autre. On ne va pas agir de la sorte. La décolonisation était censée tenir compte de cela et faire le nécessaire dans ce sens. Mais il se trouve que l'esprit impérialiste ne disparaît pas facilement. Donc, nous ne pouvons pas expliquer au peuple yéméni ce qu'ils doivent faire. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'il faut faire. C'est les politiciens locaux qui doivent le faire. C'est la dynamique locale qui doit intervenir. Il faut comprendre ce que veut le peuple yéméni, qui a été exploité pendant des années. Et donc, ce n'est pas le moment de dire au peuple yéméni quoi que ce soit. Il faut d'abord écouter ce que veut ce peuple. Il faut comprendre ce que veut ce peuple. Essayer de comprendre ce qui s'est passé. Essayer d'avoir une idée de ce qui se passe. Quand on écoute la conversation d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs une excellente conversation, eh bien, cela nous réconforte dans le sens que j'ai dit tout à l'heure. Je travaillais sur cette problématique au Sri Lanka il y a quelques années. Eh bien, n'utilisons pas le terme fédéralisme. Pourquoi? Parce que quand on parle de fédéralisme, on a l'impression que c'est quelque chose qui est dicté de l'extérieur. On a l'impression que c'est quelque chose qui va concerner l'élite uniquement. Alors, deuxièmement, pour ce qui concerne le développement, évidemment, il va falloir commencer un processus de médiation, mais lorsque nous examinons le conflit au Yémen ou celui de Somalie, l'un est différent de l'autre. On ne peut pas dire que, voilà, on va faire ici ce qu'on a fait là-bas. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de modèle qui fonctionnera dans les deux cas en même temps. Non, il faut comprendre les différences entre ces deux contextes. Donc, il faut avoir quand même quelques éléments qui puissent lier les uns et les autres pour créer cette union. Donc, l'État-nation, il faut arrêter de faire l'apologie de l'État-nation. Pas nécessairement. Ce qu'il faut, c'est sauver des vies. Ce qu'il faut, c'est mettre un terme au conflit. Ce qu'il faut, c'est avoir une constitution qui puisse lancer le processus et permettre de mettre en place des institutions. Ce n'est pas un problème d'ingénierie, un problème mécanique, un problème d'architecture. Non, il faut écouter, il faut comprendre ce qu'il faut pour changer la situation. Les Britanniques ont une espèce de modèle en tête.
selon la constitution indienne. C'est ce que les Indiens, le peuple indien a décidé au bout de quelques années. Au bout de quelques années, ils ont dit non, 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 cette constitution, ça ne va pas marcher. On ne peut pas mettre des groupes ethniques différents dans le même État. Ça ne peut que rendre les choses encore plus difficiles, rendre les conflits encore plus exaspérés. Donc, il faut refléter un certain niveau d'homogénéité et des similitudes de culture politique. Évidemment, il y a toujours des minorités là et des majorités ici. Bon, ce sera toujours le cas. Mais voilà, il faudrait faire en sorte que l'on comprenne ce qu'est la situation et qu'on ne peut pas vraiment imposer quelque chose de l'extérieur. L'un des secrets de la médiation et l'un des bienfaits de la médiation, parce qu'elle permet de faire ce genre de choses, c'est que ça permet de comprendre qu'il n'y a pas un seul modèle. Donc, nous avons discuté de cette question en quelque sorte ce matin. Et donc, la capacité du gouvernement local et dans quelle mesure est-ce que le gouvernement local peut fonctionner. Deuxièmement, le rôle des femmes. Je crois que c'est très important de comprendre que ce n'est plus un jeu homme, ce n'est pas un jeu d'hommes. Il faut ne pas occulter le rôle des femmes. Évidemment, par le passé, on avait laissé de côté les femmes, mais si aujourd'hui nous écoutons ces femmes, si nous essayons de voir qu'est-ce qui va permettre de remettre les choses en place et de faire démarrer le processus, ce serait important. Deuxièmement, ce qui peut être fait au niveau national, eh bien, il faut qu'il y ait des liens entre les différents groupes religieux, ethniques. Si on n'arrive pas à trouver ce lien entre ces différents groupes ethniques et religieux, eh bien, ça ne marchera pas. Regardez au Sarajevo, au Yémen, au Liban, la situation est bloquée. Chaque groupe est campé sur ses positions parce qu'il n'y a pas une capacité de mettre en place un gouvernement national qui puisse fonctionner avec une certaine souplesse. Voilà, un dernier élément que je voudrais avancer, c'est le suivant. Je crois qu'il y a une vérité universelle. Il n'y a pas un seul modèle. Il n'y a pas autre chose que la gouvernance qui compte. Il faut une gouvernance pour que la société fonctionne de manière pacifique. Il faut comprendre les sources de conflit. Il faut mettre en place les approches pour solutionner les litiges, pour mettre en place une stabilité. Et il faut évidemment reconnaître que la gouvernance est importante. Il faut donc dire au peuple qu'on va mettre en place une gouvernance, on ne va pas vous dire ce que vous devez faire, non, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Un pays comme le Canada ne va pas dire voilà, votre pays est un pays de dictature, un pays d'autoritarisme. Bon, on ne va pas s'immiscer dans les situations de la sorte. Donc, je disais, il faut toujours prendre en considération l'influence externe. Il n'y a aucun pays qui fonctionne à lui tout seul. Donc, il y a l'économie, évidemment, qui joue un rôle. Les ressources jouent un rôle. Le revenu joue un rôle. Parfois, les donateurs ne coordonnent pas leur système. Des fois, ces agences ne
font pas suffisamment de coordination et donc elles se marchent les unes sur les autres de temps en temps. Il y a des armes qui sont exportées, qui sont importées. Il y a du clientélisme qui se met en place. Il y a différentes idéologies extrémistes. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et je crois qu'il faut arrêter de prétendre qu'un simple modèle va pouvoir régler la situation. Je crois que les conversations sont beaucoup plus élargies et elles sont en tout cas beaucoup plus élargies que ce qu'elles avaient été par le passé. Nous sommes passés par un certain nombre de vagues et il faut donc comprendre qu'il faut commencer par le début, c'est-à-dire il faut commencer à écouter ce que disent les uns et les autres, ne pas interrompre les conversations, il faut simplement écouter. Ça, c'est l'élément le plus important que nous pouvons apporter à la situation. Et il y a évidemment des conflits extrêmement difficiles qui sont actuellement difficiles à régler. Et dans la plupart des cas, en tout cas, n'ont pas été réglés. Pourquoi? Parce que les gens finissent par abandonner, finissent par se dire, voilà, c'est un conflit que l'on ne peut pas résoudre. Mais en tout cas, il faut espérer, il faut répéter ces efforts, il faut répéter ces expériences pour essayer de trouver une meilleure situation, une situation un peu plus stable qui puisse créer de meilleures opportunités. Merci, ambassadeur. Évidemment, ce sont là des éléments très importants. Allez-y. Oui, je peux répéter beaucoup de ce que l'ambassadeur vient de dire, mais je dirais simplement que c'est très intéressant d'écouter l'expérience dans ces différents systèmes. On apprend quelles sont leurs limites, on apprend quelles sont leurs possibilités. Je suis parfaitement d'accord avec l'ambassadeur. La question n'est pas de leur enseigner quel est le meilleur modèle, quels sont les bienfaits du fédéralisme, etc. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Alors, ce qui peut être le rôle des partenaires de développement, je parlerai par exemple du SCC, donc la coopération suisse. Il y a des approches pour aider le gouvernement local, pas forcément le fédéralisme, mais le gouvernement local. Et à ce propos, je dirais que d'abord, nous sommes convaincus qu'une approche systémique va donner des résultats, c'est-à-dire on va regarder à la situation, on va voir les différents acteurs, quels sont leurs rôles, quels sont leurs intérêts. Ça, c'est important dans un pays fragile. Il faut comprendre cette fragmentation d'acteurs et d'intérêts. Donc, c'est au niveau local que les choses doivent être entreprises. Il faut trouver des points d'entrée pour une coopération tangible, et ce, au niveau local. Pour cette approche systémique, il faut donc s'engager par rapport à tous ces acteurs, acteurs étatiques et non étatiques, les rôles de gouvernance respectifs qui peuvent inclure les autorités locales qui ont besoin de capacités pour planifier, pour fournir des services, pour mobiliser les ressources, pour gérer, pour être plus réactifs aux besoins des citoyens et des acteurs non étatiques. Donc, les autorités locales jouent un rôle important. Et d'un autre côté, il faut s'engager également au niveau local, au niveau communautaire, les associations, le secteur privé, les structures traditionnelles dans leurs différentes composantes. Tous ces acteurs ont besoin de capacités pour qu'il puisse y avoir une participation efficace. La reddition de comptes au niveau des autorités locales. Donc, ces acteurs étatiques et autres doivent être écoutés. Il faut qu'il y ait une interaction entre tous ces acteurs. C'est une interaction qui sera très bénéfique. Alors, pour illustrer, prenons le Bangladesh.
Il y a un processus de décentralisation. Il y a des efforts pour améliorer le cadre pour le secteur privé. Donc, on met ensemble les acteurs publics, les acteurs non publics, les acteurs du secteur privé pour le planning économique, pour la mise en place de stratégies, pour la conception de projets, etc. Donc, il faut une collaboration entre les municipalités et le secteur privé. Cela veut dire aussi mobiliser les ressources humaines et financières de toutes ces parties prenantes, essayer de répondre à la demande locale. Il faut que cette approche puisse aider les zones urbaines, périurbaines, rurales, donc tout le territoire en quelque sorte, pour avoir une approche beaucoup plus systémique. Par ailleurs, il faut une appropriation locale. Ça a déjà été mentionné d'ailleurs. C'est quelque chose qui est important. Il faut respecter cette question d'appropriation locale pour ce qui concerne les différents facteurs, les trajectoires qui comptent. Il faut donc caractériser les différentes institutions, les acteurs qu'il faut impliquer. Il est donc important que les acteurs locaux puissent conjuguer leurs efforts, puissent se mettre autour d'une table pour travailler ensemble. Un autre aspect, c'est l'égalité de genre au niveau de la population civile. Très souvent, ce sont les femmes qui font les frais de ces violences. Donc, il faudrait quand même les prendre en compte et leur donner une occasion de s'exprimer et donc faire en sorte que l'égalité de genre soit une composante prise en compte. Il y a d'autres pays où on a essayé de renforcer les femmes élues au plan local. Au Népal, par exemple, on a fait ça pour aider les femmes à jouer leur rôle. On a aidé les gouvernements à introduire des budgets qui prennent en compte l'égalité de genre. Et donc, c'est là quelque chose qui est important au niveau des budgets. Il faut incorporer la composante égalité de genre. Et enfin, dernier point que je voulais mentionner, c'est que les partenaires de développement doivent en fait travailler dans une perspective moyen terme, long terme, pour pouvoir conforter le processus de paix. Donc, il est important de rester impliqué tout au long du processus et aider les différentes parties prenantes à évoluer. Donc, j'aurais pu vous donner beaucoup d'exemples, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Donc, sur la base de notre expérience, il faut adopter une approche systématique, c'est-à-dire mettre en place un système qui responsabilise à la fois les acteurs locaux, les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Jouer aussi sur l'aspect développement, c'est-à-dire au niveau des partenaires de développement, et enfin, s'impliquer dans le long terme. Voilà, je vous remercie. Vous avez souligné plusieurs éléments très importants. Agir au plan local, c'est quelque chose qui compte. Effectivement, il est important aussi qu'il y ait une gouvernance. La gouvernance, c'est un élément qui est très important. Lorsque nous parlons de fédéralisme, il faut évidemment rappeler que ce qui importe, c'est qu'il y ait une décentralisation qui se passe dans de bonnes conditions. Il faut qu'on prenne en compte les besoins des populations locales. Et c'est là que
nous pouvons continuer. Rappelons-nous ce qui s'est passé il y a déjà 700 années. Les choses ont beaucoup évolué, bien sûr, et il est important que ce qui se dit, ce qui se fait doit être pris en compte. Il faut continuer à faire les efforts pour renforcer la résilience. La résilience est quelque chose qui est important. Voilà, si vous permettez, je vous interromps. Si je peux permettre simplement d'interrompre Souvent, avec une j'aime note. m'interrompre. Alors, je dois quitter dans partir très quelques instants. rapidement. J'ai une autre Donc, réunion. si vous Je permettez, suis désolée de devoir de je ne pouvoir ne pourrai donc continuer pas la rester jusqu'à la fin. conversation, mais je peux me Donc, je me rappeler souviens que avoir j'avais eu eu une discussion avec des avec les officiels du responsables département locaux quand on m'a demandé et d'aller on m'a en demandé Irak d'aller en Irak. et de m'engager au sein du procès qui était en cours au Bagdad en 2005. J'y ai passé 3 semaines et je donnais des conseils au niveau des Nations Unies quant au développement de la Constitution. Tout le gouvernement était très impatient de quel est le caractère compliqué d'établir une constitution. Je dis, révisez votre histoire. En ce qui concerne l'établissement de la Constitution au XVIIIe siècle, il a fallu énormément de temps pour l'établir. En ce qui concerne les impôts, l'établissement cela a commencé après ce que l'on appelle la guerre indo-française en 17 500. Ensuite, la déclaration de l'indépendance. Ensuite, il y a eu une guerre de l'indépendance contre les Britanniques. Ensuite, des articles au niveau de l'établissement des articles. Il est devenu apparent que cela n'allait pas fonctionner. Nous n'allons pas pu établir la Constitution. Et en fait, quand vous avez pu établir la Constitution avec l'élection du président, vous avez réalisé qu'il n'y avait pas suffisamment de force établie au niveau des élections. Et ensuite, il y a eu cette guerre 50 ans plus tard. Donc, ne prétendez pas que cela va pouvoir établir au cours de quelques semaines et que vous simplement donc établir les points principaux et que cela va fonctionner tout ça. Il s'agit d'un procès très long, difficile, douloureux. Et il y a des améliorations, nous constatons des améliorations, mais l'établissement n'est pas instantané. Mais je dois maintenant m'éloigner. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer. En ce qui concerne, Monsieur, ayant voyagé, travaillé dans ce domaine, quelles sont vos espérances en ce qui concerne l'intervention internationale pour pouvoir soutenir les efforts de paix au Yémen? Je dirais dans un premier temps, nous avons besoin, devait cesser la violence. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat. Et nous avons également besoin au niveau de la société civile, incluant les femmes, nous devons suivre l'évolution de ce cessez-le-feu, car les détails ne sont pas vraiment établis et les problèmes qui suivent le cessez-le-feu ne sont pas vraiment établis quant à enfreinte et
calmer ces répercussions. Nous devons ouvrir le corridor humanitaire. Les gens ont besoin de deux choses. Nous avons besoin de médicaments. COVID est très contagieux et contacte beaucoup de personnes. Nous avons besoin, dans un premier temps, d'aborder l'angle humanitaire. En ce que la demande de la paix ne fonctionne pas pour l'instant. Les mêmes actions simplement nous donnent les mêmes résultats. En ce qui concerne l'effort de paix, nous apprécions l'effort des Nations unies et les bonnes intentions, mais cela ne fonctionne pas et en fait récompense les actes de violence. Donc un message terrible est donné à de nombreux acteurs au niveau national. Nous devons reconcevoir cette procédure de paix. Je ne dis pas que ce que nous pouvons nous reposer sur des éléments du dialogue naturel, la réponse humanitarienne, nous avons énormément besoin en urgence de soutien au niveau humanitaire. Nous devons également examiner l'approche des femmes sous un angle différent, les femmes pouvantes. Nous avons environ, selon les dernières statistiques, 1000 personnes détenues. Je crois, c'était en fait le chiffre qui nous a donné il y a quelques mois. Nous avons beaucoup plus, nous avons des mères de personnes qui sont enlevées et qui font des manifestations. Leur stratégie semble fonctionner. Nous devons les soutenir. Nous avons de nombreuses bonnes représentantes et elles ont de nombreux succès quant à leur entretien et leur stratégie pour demander la libération des détenus. Au niveau des tribus locales, nous sommes très contents du travail de l'ambassadeur Ray. Nous sommes en accord avec le fait que nous ne pouvons pas, nous devons soutenir les décisions des personnes locales. En ce qui concerne l'économie, nous avons donc l'effondrement de l'économie et l'effondrement dû à la guerre. Ceci doit être également soutenu au niveau d'une réponse. Nous avons besoin d'examiner les autres problèmes au niveau donc des réformes sectorielles. Ces piliers au niveau de la gouvernance ne doivent pas être repoussés après la guerre ou résolus et évalués après la guerre. Ceci doit être abordé maintenant. Quand vous parlez du Yémen, vous avez fait un point important. Yante, en ce qui concerne l'approche humanitarienne, le soutien immédiat au niveau humanitaire et également soutenir la gestion. Oui, en effet, nous avons tendance à nous concentrer sur les approches d'urgence, que ce soit la crise humanitarienne ou autre. Comme il a été dit préalablement, le fédéralisme est vraiment un encadrement qui a été désigné pour les pays tels que la Somalie pour permettre à l'approche locale de pouvoir le développer.
Comme il a été dit, plusieurs points peuvent être imposés. Rentrer en contact direct avec les acteurs locaux. Le premier point, je dirais, du fait que fédéralisme est simplement un encadrement, les pays comme Somalie et le Yémen étant fragiles, devraient pouvoir désigner leur propre système fédéral. Il y a une tendance quelquefois de vouloir importer des contextes fédéraux qui ne peuvent tout simplement pas être imposés et suivis. Je suis également un citoyen américain et je peux dire que le modèle américain est très différent du modèle allemand, par exemple. Nous devons pouvoir désigner notre propre modèle. Donc, permettre donc à chaque pays de désigner et conceptualiser son propre modèle d'approche. Et il peut y avoir donc des échecs. Nous n'allons pas obtenir l'union parfaite immédiatement. Nous devons en accepter les échecs et les reconsidérations. Il a également été dit, si vous idez le papier fédéralisme, il s'agit de désaccords, d'arguments contre arguments. C'est ce que pour pouvoir permettre ces désaccords permettre ces désaccords de se développer en approche positive. Le deuxième point, permettez que les électeurs puissent soumettre une solution. Vous avez mentionné des années au niveau, par exemple, dans notre contexte, notre système a été établi il y a 15 ans et nous avons besoin de nombreuses décennies supplémentaires pour pouvoir perfectionner l'approche. Pouvoir compléter une architecture fédéralisme d'une façon complètement satisfaisante, nous devons accepter les années et soutenir les pays en voie de développement et les pays fragiles. Nous devons donc apporter un soutien. Nous ne comprenons pas vraiment le développement du fédéralisme. Comme je l'ai dit préalablement, ces nombreux pays touchés sont très sceptiques quant au développement du fédéralisme. Cela leur semble trop étranger, leur semble imposé. Nous devons donc nous concentrer à éduquer au niveau local, partager des ressources, partager des informations, l'éducation, qui doivent être échangées entre le fédéral et les gouvernements locaux et finalement fournir les ressources quant au soutien aux personnes élues au niveau du gouvernement local. Nous avons de nombreuses raretés au niveau de l'accès quant aux connaissances nécessaires pour les personnes élues gouvernant les différentes communautés. Également, quand nous examinons d'autres pays émergents de conflits, tels tous ces pays émergents de conflits, je dirais, même avec confidence, que Somalie est un exemple quant à la restructuration de pays qui renaît à la suite
décennies de guerre et il nous faudra encore des décennies supplémentaires pour pouvoir établir exactement l'approche souhaitée. Vous avez fait, vous nous avez donné un point important. Les modèles ne peuvent pas être les mêmes, ne peuvent pas être universels. Un aspect important, c'est que la société aussi change, évolue, rien n'est statique. Et donc, parler d'une fédération parfaite, par exemple, la Suisse de 1848 était très différente de la Suisse actuelle. Nous avons deux questions au niveau de l'Éthiopie. Au niveau du fédéralisme éthique, je ne vais pas ouvrir la discussion à ce sujet-là, mais l'Éthiopie, en ce qui concerne le suivi de l'établissement de fédéralisme, la façon donc de pouvoir répondre aux besoins. Oui, je comprends. Nous avons du retard, je le comprends. Je voudrais simplement terminer avec une question en ce qui concerne la fragilité du fédéralisme et de l'égalité des genres. Je vais commencer avec vous. Cette question provient en ce qui concerne le fédéralisme et la violence des genres. Prenons ceci en considération un peu quant à l'inclusion des genres, l'égalité des genres. Inclusion et égalité. Non seulement ce qui concerne l'établissement de la paix, mais l'établissement du fédéralisme. C'est une excellente question. Je dirais que le rôle du genre dans chaque société, dans nombre de nos pays et dans le monde arabe, les femmes n'ont pas vraiment joué un rôle dominant comme il s'est fait dans les pays de l'Est. Je dirais donc dans un pays tel que la Somalie, où le patriotisme est toujours très fort, pour essayer d'établir une égalité des genres reste très difficile. Nous essayons d'établir un encadrement forçant ou influençant du moins la gouvernance à inclure tous les genres. Nous avons eu des élections fédérales et il était dire que les personnes nommées devaient inclure 30%, au moins 30% en tant que représentants gouvernementaux devaient être des femmes. Depuis les élections de 2020, nous avons une représentation de 14% qui a été élevée à 24% en 2021. Nous devons donc essayer de créer ces quotas dans une société qui accepte pas facilement l'égalité des genres. Un autre point en ce qui concerne les acteurs clés menés par nous avons des leaders femmes au profil et cela est également importante. Il est important de pouvoir leur accorder le pouvoir nécessaire lors de ce procès. Je souhaite également avertir, comme nous avons averti quant au modèle de fédéralisme, souvent, nous pensons à une dictature quand le fédéralisme est décrit. Et évidemment, la population n'est pas réceptive. Nous devons
reconnaître les structures existantes actuelles et encourager les Kun et certains groupes ethniques. Nous devons encourager leur participation. La jeunesse également. 90% de la population dans les populations africaines font partie de la jeunesse et la moitié sont de jeunes femmes qui sont plus vibrantes, plus instruites et leur permettre l'accès à certaines positions de pouvoir permettre d'égaliser le pouvoir des genres. Vous parlez de l'importance d'inclure les femmes au sein des dialogues et de l'établissement de la paix. Souvent, dans certains pays, nous voyons beaucoup de femmes qui, au niveau économique, sont incluses et qui soutiennent d'une façon vivide les besoins de leur famille. Il serait utile. Comment pensez-vous que l'on pourrait réaligner le rôle des femmes comme nous voyons nous reconnaissons leur position au sein de l'économie, de quelle façon pourrions-nous les inclure d'une façon plus directe au niveau de leur réponse et participation politique? Il n'est pas facile de répondre à cette question principalement par éducation, leur remettre un certain pouvoir, développer leur sens de pouvoir et leur donner l'opportunité de pouvoir offrir l'accès aux écoles aux jeunes filles, aux filles. Cela également leur donner un rôle actif auprès de tâches de développement. Au niveau de ces systèmes fédéralisme, il y a 3 niveaux. Il est tellement plus facile de commencer au niveau local en impliquant la participation des femmes. Cela prend plus de temps pour les impliquer au niveau gouvernemental. Nous voyons même au niveau du pays, en Suisse, il s'agit d'une procédure pour pouvoir motiver les jeunes filles quant à leur participation au niveau politique et que ce rôle actif soit bien accepté n'est pas toujours facile, n'est pas toujours accepté. Donc, je pense qu'en effet, une approche bien établie au niveau local est un point important pour pouvoir renforcer le rôle de la femme au sein de la société. Et cela peut également donc refléter un effet national au fil du temps. C'est un point très important que vous venez de faire. Quand nous avons travaillé au Yémen, il était très important pour nous lors de dialogue de voir un engagement au niveau des femmes, ce que nous n'expérions, ce que nous n'avions pas anticipé. Aussi, je dirais que les femmes au Yémen, le rôle des femmes quant à la réconciliation est important. Et nous reconnaissons leur participation au niveau fédéral également. Merci de le mentionner quand nous parlons plus particulièrement de l'égalité des genres. Les femmes ne doivent pas seulement voir comme victimes de guerre ou de ce système complexe. Elles doivent être également vues comme des leaders. Elles ont dirigé de nombreuses
plusieurs résolutions des actions de résolution de désastres. Je dirais, en ce qui concerne les réconciliations, l'établissement de la paix, la réconciliation de la justice, le rôle de la femme est important. Nous avons déjà un établissement reconnu quant à la participation de la femme au niveau de l'apport des ressources, de la division de l'eau. Une guerre vient d'être terminée, une guerre de 2 ans quant à l'eau. Des stations de distribution d'eau ont été établies par des femmes. Nous avons pu également renvoyer à l'école 300 jeunes filles à l'école, et pas seulement l'agriculture et l'aspect vert, l'aspect écologique. Nous avons des emplacements où la participation des femmes permet une approche pacifiste et égale de toutes les personnes, de toute la population. Il y a plus d'un rôle que la femme peut satisfaire. Nous les avons vus. Nous avons observé à Stockholm. Nous avions une seule femme, mais nous avions une équipe qui n'était pas assise à la table de négociation, mais elles avaient participé à la préparation du projet. Nous avons des femmes également qui défendent le transfert des armes. Nous avons également établi une carte de paix et un programme essentiel quant à l'accord que nous entreprenons, et également les recommandations quant à l'approche militaire, un accord quant à la sécurité. Nous participons à de nombreux programmes en tant que femmes, et ces femmes ont des connaissances d'expertes. Et malheureusement, cette expérience est perdue car leur voix n'est pas entendue. Nous avons besoin d'une approche au niveau local pour pouvoir maintenir une relation plus proche et reconnaître, accepter la voix de la femme au niveau des organisations, non seulement au niveau de l'établissement de la paix, mais du développement économique. Nous avons plusieurs femmes qui gèrent des entreprises. Les femmes réduisent l'extrémisme également. Et également, elles défendent l'enfant, empêchant l'exploitation de l'enfant. Elles non seulement elles se joignent au projet de défense, établir des projets reconnaissant le côté digne de chaque personne. Ces femmes ont participé à de nombreux projets qui ont permis une résolution totale. La session se termine. Certains gouvernements nationaux je dirais, en ce qui concerne rebâtir, se rétablir à la suite de conflits,
Vous ne pouvez pas exporter, importer une constitution. Vous devez vous engager, établir la discussion auprès des gouvernements locaux. As I've said in the past, labels are not important. Whether you're a federation or devolved, decentralization, it doesn't matter. You need a system that works, that delivers the goods and services, the public good and services that people need. Nous avons besoin d'un système qui puisse livrer ce qu'on attend de lui, les différents services et les prestations dont la population a besoin. Il faut aussi une bonne gestion de tous ces éléments. Il ne faut pas perdre de vue ce qui est essentiel pour la population. Et donc, la construction d'institutions, c'est aussi quelque chose qui est important. Des institutions qui répondent justement aux besoins des circonstances et qui répondent aux besoins et aux attentes des populations. Voilà, évidemment, c'est une discussion qui peut durer et perdurer pendant des heures et des heures. Mais je voulais simplement prendre le temps pour remercier nos intervenants. Ça a été un sujet très intéressant. Vous avez partagé avec nous beaucoup de choses très intéressantes. Merci beaucoup. Et je remercie John Liking, mon collègue, Asma Al-Gharbi, qui a beaucoup aidé à mettre en place toute cette logistique et cette réunion, sa préparation, avec évidemment 2 langues de travail, français et anglais. Donc, merci à toutes, merci à tous et au plaisir de vous rencontrer lors d'autres dialogues, d'autres occasions. Donc, je vous souhaite très bonne journée, merci et à la prochaine. Au revoir.